Imaginez une matinée d'été sur la côte atlantique française. Le ciel est clair au-dessus de Biarritz. Les cafés commencent à installer leurs terrasses. Des familles marchent le long de la plage, les pieds dans l'eau. Les surfeurs observent les vagues, cherchant la bonne série. Tout semble normal, calme, prévisible. La mer respire doucement contre le sable. Et pourtant, sous cette surface apparemment paisible, des forces invisibles, gigantesques, silencieuses, existent. Une question dérangeante s'impose alors. La côte atlantique française pourrait-elle réellement être frappée par un méga-tsunami? Pendant des décennies, l'imaginaire collectif européen a associé les tsunamis à l'océan Pacifique. Le Japon, l'Indonésie, le Chili, des régions situées sur la fameuse ceinture de feu. L'Atlantique, lui, est perçu comme stable, calme, géologiquement rassurant. Mais cette perception est-elle scientifiquement fondée ou simplement confortable? Un tsunami n'est pas une simple vague. Ce n'est pas une tempête. Ce n'est pas une marée exceptionnelle. C'est un déplacement massif d'énergie à travers l'océan, souvent provoqué par un séisme sous-marin, un effondrement volcanique ou un glissement de terrain colossal. L'eau n'est pas seulement agitée en surface. Toute la colonne d'eau, du fond jusqu'à la surface, est mise en mouvement. L'énergie générée peut parcourir des milliers de kilomètres presque sans perdre de puissance. Dans l'Atlantique Nord, plusieurs structures géologiques sont actives. La dorsale médio-atlantique, par exemple, est une immense chaîne de montagnes sous-marines qui sépare les plaques tectoniques américaines et eurasiennes. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres. Même si son activité est généralement modérée comparée au Pacifique, elle n'est pas inexistante. Mais le véritable point d'inquiétude étudié par certains scientifiques se situe plus au sud, les îles Canaries. Le volcan Cambre Vieja, situé sur l'île de La Palma, a suscité de nombreux débats scientifiques au cours des dernières décennies. Certains modèles théoriques ont suggéré qu'un effondrement massif de son flanc ouest pourrait, dans des conditions extrêmes, provoquer un gigantesque glissement de terrain vers l'océan. Ce type d'effondrement déplacerait des milliards de tonnes de roches en quelques minutes. Et quand une masse aussi colossale tombe brutalement dans l'océan, l'eau doit se déplacer. Des simulations numériques réalisées dans les années 2000 ont évoqué l'hypothèse d'une vague pouvant traverser l'Atlantique. Toutefois, ces modèles ont été fortement débattus, critiqués, révisés. Certains chercheurs estiment que les scénarios initiaux étaient exagérés. D'autres pensent qu'ils ont été trop rapidement minimisés. Alors, où se situe la vérité scientifique? Historiquement, l'Atlantique a déjà connu des tsunamis dévastateurs. Le plus célèbre reste celui de 1755, après le grand séisme de Lisbonne. Le tremblement de terre, estimé aujourd'hui entre magnitude 8.5 et 9, a généré des vagues qui ont frappé non seulement le Portugal, mais aussi les côtes espagnoles, marocaines et même certaines zones de l'ouest de la France. Des archives historiques mentionnent des anomalies maritimes observées sur les côtes atlantiques françaises, des ports perturbés, des variations soudaines du niveau de la mer. Rien de comparable à la catastrophe portugaise, mais suffisamment significatif pour démontrer que l'Atlantique n'est pas immunisé. Ce point est essentiel. Le risque n'est pas nul. Mais entre possible et probable, il existe un monde de nuances scientifiques. Aujourd'hui, les systèmes modernes de surveillance sismique et océanique permettent de détecter rapidement les séismes majeurs. Des bouées de détection de pression en haute mer surveillant les variations anormales du niveau de l'eau. La France participe à des réseaux européens d'alerte précoce. Cependant, la question demeure, les infrastructures côtières françaises sont-elles réellement conçues pour faire face à un événement de grande ampleur? Et surtout, la population est-elle consciente que ce risque existe? Dans les prochaines minutes, nous allons analyser les données géologiques, les modèles numériques récents, les probabilités statistiques réelles et séparer les scénarios catastrophistes des évaluations scientifiques sérieuses. Car la peur attire l'attention, mais seule la science révèle la vérité. Imaginez maintenant que nous élargissions la perspective. Pour comprendre si un méga-tsunami pourrait réellement atteindre la côte atlantique française, il faut d'abord comprendre ce que les scientifiques appellent la dynamique énergétique d'un tsunami.
Contrairement aux vagues classiques générées par le vent, un tsunami transporte son énergie à travers toute la profondeur de l'océan. Cela signifie que, même en pleine mer, où la vague peut ne mesurer qu'1 ou 2 mètres de hauteur, elle peut s'étendre sur des centaines de kilomètres de largeur et transporter une quantité d'énergie colossale. Plus l'océan est profond, plus la vague peut voyager vite. En Atlantique, certaines zones atteignent plus de 4000 mètres de profondeur. Dans ces conditions, une onde de tsunami peut se déplacer à une vitesse comparable à celle d'un avion de ligne. Pourtant, en surface, elle reste presque invisible pour un navire. C'est précisément ce caractère discret qui rend le phénomène si fascinant et potentiellement dangereux. Mais parlons chiffres. Les modèles modernes de propagation des tsunamis utilisent des équations hydrodynamiques avancées, intégrant la bathymétrie, c'est-à-dire la topographie du fond marin. Or, la bathymétrie de l'Atlantique Nord est loin d'être uniforme. Des plateaux continentaux, comme celui qui borde la côte française, jouent un rôle crucial. Lorsque la vague approche des eaux peu profondes, elle ralentit, mais l'énergie qu'elle transporte doit être conservée. Résultat, la hauteur de la vague augmente. C'est ce phénomène d'amplification qui transforme une ondulation presque imperceptible en pleine mer en mur d'eau destructeur à l'approche des côtes. Cependant, la configuration géographique de la côte atlantique française présente des caractéristiques spécifiques. Le plateau continental y est relativement large dans certaines zones, ce qui peut atténuer partiellement l'énergie de la vague. D'autres secteurs, en revanche, présentent des baies et des estuaires capables d'amplifier localement l'effet d'un tsunami par un phénomène de résonance. Prenons l'exemple du bassin d'Arcachon ou de l'estuaire de la Gironde. Ces zones agissent comme des entonnoirs naturels. Si une onde longue pénètre dans ces configurations géographiques, elle peut voir sa hauteur augmenter localement. Ce n'est pas un scénario apocalyptique, mais un mécanisme physique documenté. Revenons maintenant à la source potentielle la plus médiatisée, les îles Canaries. Les études géologiques récentes montrent que les effondrements volcaniques sont des phénomènes complexes et progressifs. Contrairement aux premières hypothèses catastrophistes des années 2000, les données actuelles suggèrent qu'un effondrement massif et instantané de tout un flanc volcanique est peu probable. Les glissements observés dans l'histoire géologique semblent s'être produits en plusieurs phases. Cela réduit considérablement l'énergie libérée en une seule fois, mais réduit ne signifie pas annule. Même un glissement partiel pourrait générer une onde significative à proximité des Canaries. La question scientifique essentielle devient alors: combien d'énergie resterait-il après plusieurs milliers de kilomètres de propagation vers la France? Les simulations numériques les plus prudentes indiquent que l'amplitude d'une éventuelle vague atteignant la côte atlantique française serait probablement mesurée en dizaines de centimètres à quelques mètres dans des scénarios extrêmes. Nous ne parlons pas ici d'une vague de 30 mètres comme dans certains films. Nous parlons d'un phénomène potentiellement perturbateur, capable d'endommager des infrastructures portuaires et de provoquer des inondations localisées dans des zones basses. La différence est fondamentale. Il existe également une autre source possible, les séismes liés aux failles transformantes de l'Atlantique. Bien qu'ils soient moins fréquents et généralement moins puissants que ceux du Pacifique, ils ne sont pas inexistants. Le séisme de Lisbonne en 1755 reste la preuve que l'Atlantique peut produire un événement d'ampleur exceptionnelle. Les analyses géophysiques modernes estiment que ce type de séisme majeur a une période de retour de plusieurs siècles, voire plus. Cela signifie qu'il est rare, mais pas impossible. Et c'est précisément cette rareté qui rend l'évaluation du risque complexe. Les sociétés modernes ont tendance à se préparer intensément aux risques fréquents, tempêtes, inondations saisonnières, mais beaucoup moins aux événements rares à fort impact. Alors, la côte atlantique française est-elle réellement menacée? Scientifiquement, le risque d'un méga-tsunami comparable à ceux observés dans le Pacifique est extrêmement faible. Mais le risque d'un tsunami modéré, capable de provoquer des dommages significatifs localement, n'est pas nul. Et dans le domaine de la gestion des risques, faible ne signifie jamais impossible. C'est ici que la science rejoint la responsabilité collective. Pour aller plus loin, il faut examiner un élément souvent ignoré dans le débat public, la mémoire
Histoire géologique. L'histoire humaine est courte. Quelques siècles à peine pour nos archives écrites fiables. Mais la Terre, elle, enregistre les événements sur des milliers, voire des millions d'années. Les géologues ne se basent pas uniquement sur les témoignages historiques. Ils étudient les sédiments marins, les dépôts anormaux de sable dans les marais côtiers, les couches stratigraphiques qui révèlent des intrusions marines soudaines dans des environnements normalement protégés. Ces archives naturelles peuvent trahir le passage d'un tsunami ancien, même si aucune chronique humaine ne l'a décrit. Sur certaines portions des côtes atlantiques européennes, des traces sédimentaires compatibles avec d'anciens événements marins extrêmes ont été identifiées. Ces dépôts contiennent parfois des coquillages transportés loin de leur habitat naturel, mélangés à des matériaux continentaux. Ce type de signature géologique ne prouve pas toujours un tsunami. Il peut aussi correspondre à des tempêtes exceptionnelles. La distinction est délicate et nécessite des analyses fines, notamment granulométriques et isotopiques. Ce point est crucial. La science du risque n'est jamais absolue. Elle repose sur des probabilités, des scénarios, des comparaisons historiques. Un autre facteur à considérer est le changement climatique. Il ne provoque pas directement des tsunamis. En revanche, il élève progressivement le niveau moyen des océans. Même une augmentation de quelques dizaines de centimètres peut modifier l'impact d'une onde marine exceptionnelle. Une vague qui, autrefois, aurait provoqué un débordement limité, pourrait aujourd'hui atteindre des infrastructures situées plus en arrière. Autrement dit, l'élévation du niveau marin agit comme un multiplicateur d'impact. Les zones urbanisées de la côte atlantique française se sont développées de manière significative au cours du XXe siècle. Stations balnéaires, résidences secondaires, ports de plaisance, infrastructures touristiques. L'exposition humaine et économique est bien plus importante qu'au XVIIIe siècle. Même un événement modéré aurait aujourd'hui des conséquences financières et logistiques considérables. Mais comment les autorités évaluent-elles ce risque? En France, la gestion des risques naturels s'appuie sur des cartes d'aléas et des plans de prévention. Les tsunamis font partie des risques étudiés, bien qu'ils soient classés parmi les phénomènes rares. Des scénarios de référence sont élaborés à partir d'hypothèses maximales crédibles, intégrant séisme, glissement sous-marin et effondrement volcanique. Il existe également un système d'alerte au tsunami en Méditerranée et dans l'Atlantique Nord-Est, coordonné au niveau international. Des centres spécialisés analysent les données sismiques en temps réel. Si un séisme susceptible de générer un tsunami est détecté, une alerte peut être émise en quelques minutes. Cependant, le temps de réaction dépend de la distance à la source. Un tsunami généré au large du Portugal pourrait atteindre la côte sud-ouest de la France en un délai relativement court. Les marges de manœuvre seraient limitées, mais pas inexistantes. La perception du risque joue également un rôle déterminant. Dans des régions où les tsunamis sont fréquents, comme au Japon, la population est formée dès l'enfance à reconnaître les signes précurseurs. Retrait soudain de la mer, secousses sismiques prolongées. En France, cette culture du risque est beaucoup moins ancrée. Cela signifie-t-il que la France est vulnérable? La vulnérabilité ne dépend pas seulement de la probabilité d'occurrence. Elle dépend aussi de la préparation, de la résilience des infrastructures et de la capacité d'alerte. Une société peut être exposée à un risque faible, mais subir des dommages importants si elle n'y est pas préparée. À l'inverse, un risque modéré peut être maîtrisé si les systèmes de prévention sont efficaces. La science actuelle indique que la probabilité d'un méga-tsunami destructeur frappant la côte atlantique française dans un avenir proche est faible, mais elle souligne également que des événements marins extrêmes, même modérés, doivent être intégrés dans la planification côtière. Ce n'est pas une question de panique, c'est une question de lucidité. Et la lucidité commence par une compréhension précise des mécanismes physiques, historiques et géographiques. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner plus en détail les scénarios modélisés par les chercheurs européens, les amplitudes réalistes envisagées et ce que signifierait concrètement un tel événement pour les grandes villes atlantiques françaises. Car comprendre le risque, c'est déjà réduire son impact.
Les chercheurs européens spécialisés en modélisation océanographique utilisent aujourd'hui des supercalculateurs capables de simuler des milliers de scénarios différents. Ces simulations ne se contentent pas d'estimer la hauteur d'une vague. Elles intègrent la profondeur exacte des fonds marins, la configuration précise des baies, la forme des estuaires, la rugosité du littoral et même l'influence des marées au moment hypothétique de l'impact. Car un tsunami ne frappe jamais une côte dans des conditions idéales de laboratoire. Il interagit avec un environnement dynamique. Prenons un scénario réaliste. Un séisme majeur au large du Portugal, similaire à celui de 1755, se produit aujourd'hui. Les premières ondes se propagent radialement à travers l'Atlantique. En atteignant la côte sud-ouest française, leur hauteur dépendrait fortement de l'angle d'incidence et de la bathymétrie locale. Les modèles récents suggèrent que certaines portions du littoral pourraient connaître des variations du niveau marin de 1 à 3 mètres dans des scénarios extrêmes. Cela ne signifie pas une vague verticale de 3 mètres comme dans les images médiatiques. Il s'agirait plutôt d'une montée rapide et puissante de la masse d'eau, accompagnée de courants extrêmement violents. Ce détail change tout. La dangerosité d'un tsunami ne réside pas uniquement dans sa hauteur, mais dans la force horizontale du flux. L'eau peut pénétrer profondément dans les zones basses, arracher des véhicules, déstabiliser des structures légères, inonder des parkings souterrains et perturber les réseaux électriques. Dans des villes comme La Rochelle, Arcachon ou certaines parties basses de Bayonne, la topographie locale joue un rôle déterminant. Les infrastructures portuaires pourraient être endommagées, les quais submergés temporairement, les systèmes de drainage saturés. Mais encore une fois, il est essentiel de distinguer entre scénarios plausibles et catastrophes hollywoodiennes. Les scientifiques insistent sur un point fondamental. L'Atlantique ne possède pas la configuration tectonique explosive du Pacifique. La convergence rapide de plaques tectoniques y est beaucoup plus limitée. Les séismes y sont généralement moins fréquents et en moyenne, moins puissants. Cela réduit considérablement la probabilité d'un événement de type méga-tsunami, tel qu'imaginé dans certaines théories spectaculaires. Concernant l'hypothèse d'un effondrement volcanique aux Canaries, les études géologiques de terrain montrent que les structures internes du volcan Cumbre Vieja sont plus stables que ne le suggéraient les premières modélisations simplifiées. Les fractures observées ne traversent pas nécessairement l'ensemble de l'édifice volcanique. Les processus d'effondrement massif instantané sont considérés comme peu probables selon les recherches les plus récentes. Autrement dit, la science a affiné ses projections. Elle a corrigé les scénarios les plus alarmistes. Cependant, il existe un principe fondamental en gestion des risques naturels. Même un événement à faible probabilité doit être étudié si son impact potentiel est significatif. Les autorités françaises intègrent donc les tsunamis dans leur plan ORSEC, Organisation de la réponse de sécurité civile. Les zones basses sont cartographiées. Les infrastructures critiques sont analysées. Des exercices de simulation sont organisés, bien que moins fréquemment que pour d'autres risques plus courants. Un autre élément souvent négligé est la durée d'un tsunami. Contrairement à une vague isolée, un tsunami peut générer plusieurs vagues successives, espacées de plusieurs minutes. La première vague n'est pas toujours la plus forte. Ce comportement rend le phénomène particulièrement trompeur. L'absence d'habitude face à ce risque en France pourrait créer une confusion en cas d'événement réel. Beaucoup pourraient ne pas reconnaître les signes d'alerte naturelle, comme un retrait inhabituel de la mer. La clé reste donc l'information. Aujourd'hui, les données scientifiques indiquent clairement que le scénario d'un méga-tsunami géant balayant entièrement la côte atlantique française est hautement improbable à court terme. En revanche, un tsunami modéré, provoquant des perturbations localisées, reste physiquement possible dans certaines conditions spécifiques. La nuance est importante. Nous ne parlons pas d'un danger imminent. Nous parlons d'un risque rare, encadré scientifiquement, surveillé technologiquement mais jamais totalement nul. Et dans le domaine des phénomènes naturels, la certitude absolue n'existe pas. Pour conclure cette première analyse, il est essentiel d'aborder un dernier élément fondamental, la perception du risque face à la réalité scientifique. Dans l'imaginaire collectif,
Le mot méga-tsunami évoque instantanément des images spectaculaires, des murs d'eau gigantesques, des villes englouties, des paysages transformés en quelques secondes. Ces représentations sont puissantes, émotionnelles, mémorables, mais elles ne correspondent que rarement aux projections scientifiques concernant l'Atlantique Nord. La science fonctionne différemment. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à mesurer, comparer, modéliser, contextualiser. Lorsqu'on interroge les bases de données sismiques mondiales, on constate que l'Atlantique Nord connaît une activité tectonique modérée. Les séismes y sont bien documentés. Les mécanismes de rupture sont étudiés. Les probabilités statistiques sont calculées à partir d'événements passés et de contraintes géophysiques actuelles. Les estimations modernes indiquent que la probabilité annuelle d'un séisme majeur capable de générer un tsunami significatif dans la zone ibéro-atlantique est faible. Non pas inexistante, mais faible. Cette distinction est cruciale, car une société moderne ne peut pas se préparer intensément à tous les risques possibles avec la même priorité. Les ressources sont limitées. Les décisions doivent s'appuyer sur des analyses coûts-bénéfices et des évaluations probabilistes. C'est pourquoi, en France, les tempêtes atlantiques, l'érosion côtière et les inondations fluviales représentent aujourd'hui des priorités plus élevées en matière de gestion des risques. Leur fréquence est bien supérieure, leur impact est régulier. Cependant, ignorer complètement la possibilité d'un tsunami serait scientifiquement irresponsable. Les systèmes de détection actuels reposent sur un réseau international de capteurs sismiques, de marégraphes côtiers et de bouées DART, capables de détecter des variations de pression au fond de l'océan. Ces dispositifs permettent d'analyser en temps quasi réel la propagation d'une onde anormale. En cas de séisme majeur au large du Portugal, par exemple, les autorités françaises disposeraient probablement de plusieurs dizaines de minutes pour évaluer la situation et diffuser une alerte si nécessaire. Ce délai, bien que limité, peut faire la différence entre une évacuation partielle réussie et une réaction improvisée. La question centrale n'est donc pas « un méga tsunami va-t-il frapper la France demain ?» La question scientifique correcte est « le risque est-il suffisamment plausible pour justifier une surveillance et une préparation adaptées ?» La réponse actuelle des experts est claire. Oui, une surveillance est justifiée. Oui, une préparation proportionnée est pertinente. Mais non, il n'existe aucun indicateur suggérant un événement imminent ou inévitable. Cette conclusion peut sembler moins spectaculaire qu'un scénario apocalyptique. Pourtant, elle est plus puissante, car elle repose sur des données, sur des modèles, sur des analyses croisées, et elle rappelle une vérité fondamentale. La nature n'est ni bienveillante ni malveillante. Elle obéit à des lois physiques. Notre rôle n'est pas de dramatiser ces lois, mais de les comprendre. La côte atlantique française n'est pas condamnée par un danger invisible prêt à surgir. Elle se situe dans une zone où le risque de tsunami est faible mais réel, encadré scientifiquement, surveillé technologiquement et intégré dans les stratégies de gestion des risques. La véritable menace ne réside pas dans un scénario extrême improbable. Elle réside dans l'ignorance ou la sous-estimation systématique des phénomènes rares. Comprendre le risque, c'est transformer l'inconnu en données, transformer la peur en préparation, transformer l'émotion en connaissance. Et c'est précisément ce que nous venons de faire. Mais une question demeure. Si un tsunami modéré atteignait réellement certaines portions du littoral atlantique français, quelles seraient concrètement les conséquences physiques, humaines et économiques? C'est ce que nous allons analyser dans la suite. Si un tsunami modéré atteignait réellement la côte atlantique française, l'impact ne serait pas seulement une question de hauteur d'eau. Il serait une interaction complexe entre physique, géographie, urbanisme et physiologie humaine. Et c'est précisément dans ces détails que se trouve la véritable compréhension du risque. Lorsqu'une onde de tsunami atteint le plateau continental français, sa vitesse diminue brutalement en raison de la réduction de profondeur. Cette décélération entraîne une compression horizontale de la masse d'eau. L'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle verticale. Ce mécanisme explique l'élévation soudaine du niveau marin observée lors des événements historiques. Mais l'élévation n'est qu'un aspect du phénomène. Le flux horizontal associé à un tsunami peut atteindre plusieurs mètres par seconde. Cela signifie que l'eau ne monte pas simplement.
Elle avance avec une force considérable. Cette dynamique transforme les zones basses en corridors d'inondation rapides. Dans des villes comme La Rochelle ou Arcachon, certaines zones urbaines se situent à quelques mètres seulement au-dessus du niveau moyen de la mer. Si un tsunami de 2 à 3 mètres se produisait à marée haute, l'effet combiné pourrait temporairement submerger des quais, des routes côtières et des parkings souterrains. La vulnérabilité ne dépend pas uniquement de la hauteur maximale atteinte. Elle dépend aussi de la durée de l'inondation et de la capacité des infrastructures à évacuer l'eau. Les réseaux d'assainissement urbain sont dimensionnés principalement pour des pluies extrêmes, pas pour une entrée massive d'eau salée en provenance de la mer. Une submersion rapide pourrait saturer les systèmes, provoquer des refoulements et contaminer des zones résidentielles. Sur le plan économique, les ports représentent un point névralgique. Les installations portuaires sont conçues pour résister aux tempêtes et aux houles océaniques, mais pas nécessairement à une onde longue de type tsunami. Les variations rapides du niveau d'eau peuvent endommager les amarres, heurter les coques contre les quais et perturber les systèmes logistiques. Cependant, l'impact humain mérite une analyse encore plus précise. Contrairement à l'image populaire d'une vague unique écrasant tout sur son passage, un tsunami modéré se manifeste souvent par une montée rapide, suivie de courants extrêmement puissants. Les victimes potentielles ne sont pas principalement exposées à une chute d'eau verticale, mais à un déplacement horizontal violent. Le corps humain, face à un flux de plusieurs mètres par seconde, subit une force mécanique importante. À partir d'une vitesse d'environ 1 mètre par seconde, un adulte peut perdre l'équilibre. À 2 mètres par seconde, la probabilité de chute augmente fortement. À 3 mètres par seconde, le déplacement involontaire devient presque inévitable, même pour un individu en bonne condition physique. L'eau agit alors comme un vecteur de projection. Les débris transportés, bois, mobilier urbain, fragments métalliques, deviennent des projectiles secondaires. Les blessures observées lors des tsunamis documentés sont majoritairement traumatiques. Fractures, contusions, lésions crâniennes. Un autre facteur souvent sous-estimé est l'effet physiologique du stress aigu. Face à un phénomène soudain et inhabituel, le corps active le système nerveux sympathique. L'adrénaline augmente, la fréquence cardiaque s'accélère, la respiration devient plus rapide. Cette réponse est adaptative à court terme. Mais chez des individus présentant des pathologies cardiovasculaires, un stress extrême peut déclencher des complications graves. Il est également important de noter que l'eau de mer contient des agents microbiologiques. Les blessures ouvertes exposées à l'eau salée contaminée peuvent entraîner des infections secondaires si elles ne sont pas traitées rapidement. Mais encore une fois, la probabilité d'un scénario de pertes humaines massives reste faible dans le contexte atlantique français actuel, principalement en raison de la faible amplitude anticipée des vagues modélisées. La question clé devient donc: la France est-elle structurellement capable de limiter les dommages d'un tel événement? Les normes de construction dans les zones côtières ont évolué au fil des décennies. Après la tempête Xynthia en 2010, qui a provoqué de graves inondations sur la façade atlantique, les réglementations ont été renforcées. Les zones constructibles ont été réévaluées. Les digues ont été consolidées. Bien que Xynthia n'ait pas été un tsunami, les enseignements tirés en matière de submersion marine améliorent indirectement la résilience face à d'autres phénomènes hydrodynamiques. Ainsi, l'analyse scientifique globale conduit à une conclusion nuancée. Un tsunami modéré pourrait provoquer des perturbations localisées, des dégâts matériels significatifs dans certaines zones basses et des risques humains principalement liés aux chutes et aux traumatismes secondaires. Mais nous restons loin d'un scénario d'anéantissement généralisé. La science ne minimise pas le risque, elle le dimensionne. Et comprendre cette dimension réelle est essentiel pour éviter 2 extrêmes dangereux, la panique irrationnelle ou l'indifférence totale. Pour comprendre l'ampleur réelle d'un tsunami modéré sur la côte atlantique française, il faut analyser l'interdépendance des systèmes modernes. Une ville côtière ne fonctionne pas comme un ensemble isolé. Elle dépend d'infrastructures énergétiques, logistiques, numériques et sanitaires étroitement interconnectées. Prenons l'exemple d'un port atlantique comme La Rochelle ou Bordeaux. Ces plateformes ne servent pas uniquement au tourisme.
Elles participent aux échanges commerciaux nationaux et internationaux. Une interruption temporaire des opérations portuaires, même de quelques jours, peut entraîner des retards logistiques en cascade. Les chaînes d'approvisionnement modernes sont optimisées pour l'efficacité, pas pour la redondance extrême. Un tsunami modéré provoquant une variation brutale du niveau de l'eau pourrait endommager des grues portuaires, déplacer des conteneurs, désaligner des installations flottantes. Les coûts de réparation pourraient atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros, même en l'absence de destruction massive. Le secteur touristique serait également impacté. Les stations balnéaires atlantiques accueillent chaque année des millions de visiteurs. Une submersion médiatisée, même limitée, pourrait affecter la perception de sécurité et entraîner une baisse temporaire de fréquentation. L'impact économique indirect dépasserait alors largement les dégâts physiques immédiats. Mais l'analyse scientifique ne s'arrête pas aux infrastructures visibles. Les réseaux électriques côtiers sont souvent partiellement enterrés. Une intrusion d'eau salée dans des transformateurs ou des postes de distribution peut provoquer des courts-circuits et nécessiter des remplacements coûteux. L'eau salée est particulièrement corrosive. Même après retrait de l'eau, les équipements exposés peuvent subir des dégradations progressives. Le réseau d'eau potable représente un autre point sensible. Les stations de pompage situées en zone basse pourraient être temporairement inopérantes si elles étaient inondées. Cela créerait une situation de gestion de crise nécessitant l'approvisionnement alternatif en eau pour certaines zones. Concernant le système d'alerte, la France est intégrée au dispositif NEAM-TWS, Northeast Atlantic and Mediterranean Tsunami Warning System. Ce système coordonné par l'UNESCO repose sur des centres régionaux capables d'émettre une alerte dans les minutes suivant la détection d'un séisme majeur. Cependant, la réception et l'interprétation de l'alerte au niveau local nécessitent une organisation efficace. Les autorités doivent décider rapidement si l'événement sismique présente un potentiel tsunamigène significatif. Les modèles de propagation sont lancés quasi instantanément. Les estimations de hauteur d'onde sont calculées en fonction de la magnitude, de la profondeur du séisme et de la géométrie de la faille. Le délai entre le séisme et l'arrivée potentielle de l'onde sur la côte française pourrait varier entre 30 minutes et plusieurs heures selon la localisation de la source. Ce temps est court, mais suffisant pour activer des protocoles d'information si la coordination est optimale. La comparaison internationale offre également des enseignements intéressants. Le Japon, confronté régulièrement à des tsunamis, a investi massivement dans des digues, des systèmes d'alerte sonore, des exercices d'évacuation et une culture du risque profondément ancrée dans la population. En France, la priorité historique a été accordée à d'autres aléas naturels plus fréquents. Cela ne signifie pas absence de préparation, mais une intensité moindre d'entraînement spécifique au tsunami. D'un point de vue statistique, les modèles probabilistes estiment qu'un événement générant une submersion significative sur la façade atlantique française pourrait avoir une période de retour de plusieurs siècles. Cela signifie que, sur une échelle humaine, la probabilité annuelle est faible, mais une période de retour longue ne garantit pas qu'un événement ne puisse se produire demain. Elle indique simplement qu'en moyenne, l'intervalle entre deux événements comparables est élevé. La science ne fonctionne pas avec des certitudes absolues. Elle fonctionne avec des marges d'incertitude, et c'est dans ces marges que réside toute la complexité de la gestion du risque. Un autre aspect crucial concerne les effets secondaires post-événement. Même une inondation marine temporaire peut laisser derrière elle des dépôts de sel dans les sols agricoles côtiers. La salinisation des terres peut affecter la productivité agricole sur plusieurs saisons si des mesures de rinçage ne sont pas rapidement mises en œuvre. Ainsi, l'impact d'un tsunami modéré ne serait pas instantanément catastrophique, mais potentiellement diffus, étalé dans le temps, touchant divers secteurs de manière indirecte. La véritable vulnérabilité d'une société moderne réside souvent dans ses interdépendances invisibles. Comprendre ces interactions permet d'évaluer objectivement le risque, sans dramatisation inutile, mais sans naïveté. Et une question persiste. Face à un événement rare mais plausible, la conscience collective est-elle suffisante pour réagir efficacement? C'est ce que nous allons examiner plus en profondeur. La culture du risque est un facteur déterminant dans l'issue de toute catastrophe naturelle. Deux sociétés exposées au même phénomène
peuvent connaître des conséquences radicalement différentes selon leur niveau de préparation psychologique et organisationnelle. En France, la mémoire collective des tsunamis est faible, contrairement au Japon, où les récits historiques et les stèles commémoratives rappellent régulièrement les grandes vagues du passé. La façade atlantique française ne possède pas d'événements récents ayant profondément marqué la conscience nationale. Le séisme de Lisbonne en 1755 a certes affecté l'ensemble de l'Europe occidentale. Les archives mentionnent des perturbations maritimes ressenties jusqu'aux côtes françaises. Cependant, l'événement reste perçu comme une catastrophe essentiellement portugaise. Dans l'imaginaire collectif français, il ne constitue pas un traumatisme fondateur. Or, la psychologie des catastrophes montre que la mémoire d'un événement conditionne fortement la réactivité future. Les populations ayant vécu un traumatisme similaire développent souvent des réflexes plus rapides face aux signaux d'alerte. Sans mémoire récente, le risque peut sembler abstrait. Cette abstraction crée une forme de biais cognitif connu sous le nom de biais de normalité. Il s'agit de la tendance humaine à supposer que les choses continueront à se dérouler comme d'habitude, même face à des signaux inhabituels. Lors d'événements rares, ce biais peut retarder la réaction. Si un retrait soudain de la mer était observé sur une plage atlantique française, combien de personnes reconnaîtraient immédiatement ce signe comme un potentiel précurseur de tsunami? Combien prendraient des photos plutôt que de s'éloigner vers une zone élevée? La réponse à ces questions n'est pas purement théorique. Elle a été étudiée lors de catastrophes précédentes dans d'autres régions du monde. L'absence de culture du risque augmente souvent la vulnérabilité initiale. Cependant, la France dispose d'un avantage significatif: un système de protection civile structuré et expérimenté. Les leçons tirées de tempêtes majeures, comme Xynthia, ont renforcé les protocoles d'évacuation et la coordination entre autorités locales et nationales. La différence entre une tempête et un tsunami réside dans la rapidité du phénomène. Une tempête est généralement annoncée plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'avance. Un tsunami généré par un séisme régional offre un délai beaucoup plus court. Cela place la gestion de crise dans une dimension temporelle plus contraignante. Sur le plan humain, il est également essentiel de comprendre que la majorité des blessures lors d'un tsunami modéré proviennent de comportements inadaptés face au flux. Courir vers l'eau pour observer le phénomène, tenter de protéger des biens matériels ou circuler en véhicule dans une zone inondée augmente considérablement le risque individuel. L'éducation et l'information publique sont donc des outils puissants de réduction du risque. Du point de vue historique, les études sédimentaires suggèrent que l'Europe atlantique a probablement connu plusieurs événements marins extrêmes au cours des millénaires. Mais l'absence de documentation détaillée rend difficile l'évaluation précise de leur fréquence. La science moderne s'appuie sur des carottages côtiers pour identifier des couches de sable atypiques déposées à l'intérieur des terres. Ces couches peuvent révéler des intrusions marines rapides. Toutefois, distinguer un tsunami d'une tempête exceptionnelle reste méthodologiquement complexe. Cette incertitude scientifique nourrit parfois des interprétations divergentes. Certains chercheurs privilégient des scénarios prudents, d'autres adoptent des estimations plus conservatrices. Mais tous s'accordent sur un point: le risque zéro n'existe pas. L'enjeu pour la France n'est donc pas de redouter un cataclysme imminent, mais d'intégrer rationnellement ce risque rare dans une stratégie globale de résilience côtière. La résilience ne signifie pas uniquement résistance physique des infrastructures. Elle implique également la capacité d'une société à absorber un choc, à restaurer rapidement ses fonctions essentielles et à tirer des enseignements pour l'avenir. Dans un scénario réaliste de tsunami modéré, les pertes humaines seraient probablement limitées si l'alerte est efficace et si la population réagit rapidement. Les dégâts matériels pourraient être significatifs localement, mais non systémiques à l'échelle nationale. La question fondamentale devient alors philosophique autant que scientifique. Comment une société moderne doit-elle se préparer à des événements rares, mais potentiellement perturbateurs, sans céder à l'alarmisme? La réponse réside dans l'équilibre. Un équilibre entre vigilance et rationalité, entre mémoire historique et données contemporaines, entre peur instinctive et analyse scientifique.
Et c'est précisément cet équilibre que nous continuons d'explorer. Si l'on projette l'analyse vers les décennies à venir, un facteur devient incontournable: l'élévation du niveau moyen des océans. Ce phénomène, largement documenté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ne provoque pas de tsunami, mais il modifie profondément leurs conséquences potentielles. Depuis le début du XXe siècle, le niveau moyen des mers a augmenté d'environ 20 cm à l'échelle globale. Les projections pour 2050 et 2100 varient selon les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, mais toutes indiquent une poursuite de cette élévation. Pourquoi cela est-il crucial dans le contexte d'un tsunami modéré? Parce que la hauteur d'une submersion marine ne s'évalue pas uniquement par rapport au zéro historique. Elle s'évalue par rapport au niveau de référence au moment de l'événement. Si la ligne de base s'élève de plusieurs dizaines de centimètres, l'extension spatiale d'une inondation potentielle augmente mécaniquement. Une onde de 2 mètres dans un contexte marin plus élevé peut pénétrer plus profondément à l'intérieur des terres qu'une onde identique il y a 100 ans. Ce phénomène agit comme un multiplicateur silencieux. La côte atlantique française connaît également une urbanisation croissante. Les zones littorales attirent résidents et investisseurs. Les infrastructures touristiques se densifient. Les résidences secondaires se multiplient. Cette concentration d'actifs humains et économiques en zone côtière accroît l'exposition globale au risque, même si la probabilité d'occurrence reste faible. Il existe un concept central en analyse des risques. Le risque est le produit de l'aléa, de l'exposition et de la vulnérabilité. Même si l'aléa tsunami reste faible, l'augmentation de l'exposition et de la valeur des biens en zone littorale peut faire croître le risque global. Les modèles climatiques indiquent également que certaines régions atlantiques pourraient connaître des modifications de la dynamique des tempêtes. Bien que les tempêtes et les tsunamis soient des phénomènes distincts, leurs effets peuvent se cumuler si un événement exceptionnel se produit lors d'une marée haute, combinée à une surcote météorologique. La simultanéité de facteurs amplificateurs constitue toujours un scénario étudié en gestion de crise. Il faut également considérer l'évolution des infrastructures côtières. Les digues construites pour contrer l'érosion ou les tempêtes sont dimensionnées selon des hypothèses précises. Si les niveaux marins moyens augmentent, ces hypothèses doivent être révisées périodiquement. L'ingénierie moderne est capable d'anticiper ces ajustements, mais elle nécessite des investissements constants. Un autre élément scientifique important concerne les glissements sous-marins. Outre les séismes et les effondrements volcaniques, des instabilités sédimentaires peuvent se produire sur les marges continentales. Ces glissements sont généralement localisés, mais certains événements passés ont généré des tsunamis régionaux. Les études géophysiques sur le talus continental atlantique montrent que des structures instables existent, bien que leur probabilité de rupture brutale reste faible. La science progresse constamment grâce à l'imagerie sismique haute résolution et aux relevés bathymétriques détaillés. Chaque nouvelle donnée affine la compréhension des zones potentiellement instables. Ainsi, le risque futur ne dépend pas uniquement de la tectonique, mais aussi de l'évolution environnementale globale. Si l'on se projette vers 2100, avec un niveau marin plus élevé et une densité côtière accrue, un tsunami de même amplitude physique pourrait avoir un impact socio-économique plus important qu'aujourd'hui. Cela ne signifie pas que la menace augmente en fréquence. Cela signifie que la sensibilité du système augmente. La préparation future doit donc intégrer cette variable dynamique. Les politiques d'aménagement du territoire jouent ici un rôle central. Limiter la construction en zone très basse, préserver des zones naturelles capables d'absorber temporairement l'eau, renforcer les normes de construction sont autant de stratégies d'adaptation. La gestion du risque tsunami ne se limite pas à surveiller les séismes. Elle s'inscrit dans une vision globale de résilience côtière face aux changements environnementaux. La science ne propose pas une vision apocalyptique de l'Atlantique français. Elle propose une vision évolutive, nuancée et conditionnelle. Et cette nuance est essentielle pour éviter les erreurs d'interprétation. À ce stade, une distinction fondamentale doit être clarifiée: la différence entre danger spectaculaire et vulnérabilité réelle. Dans les médias, le terme méga-tsunami est souvent utilisé pour capter l'attention.
Scientifiquement, ce terme désigne des vagues d'une hauteur exceptionnelle, généralement associées à des effondrements massifs ou à des impacts météoritiques. Rien dans les données actuelles concernant l'Atlantique Nord ne suggère un scénario de cette ampleur pour la façade française. Cependant, réduire la discussion à la hauteur maximale d'une vague serait une erreur analytique. La vulnérabilité d'un territoire dépend de la combinaison entre fréquence, préparation et densité d'occupation. Une submersion de 2 mètres dans une zone densément urbanisée peut provoquer plus de perturbations qu'une vague plus haute dans une région peu habitée. Les chercheurs utilisent des modèles probabilistes pour estimer ce que l'on appelle la perte annuelle attendue. Ce calcul intègre la probabilité d'occurrence d'un événement et les dommages potentiels associés. Dans le cas de la côte atlantique française, ces estimations restent modérées comparées à d'autres risques naturels. Mais modéré ne signifie pas négligeable. La résilience moderne repose sur la diversification des protections, surveillance géophysique continue, plan d'évacuation clair, sensibilisation publique, aménagement intelligent du littoral, redondance des infrastructures critiques. La France possède déjà une partie de ces éléments, mais la sensibilisation spécifique au risque tsunami reste limitée dans certaines zones atlantiques. Il est également crucial d'aborder la dimension humaine sous un angle rationnel. Dans un scénario réaliste de tsunami modéré, la majorité des pertes potentielles seraient évitables grâce à une réaction rapide et appropriée. Le phénomène ne serait pas instantané et silencieux comme dans certaines représentations cinématographiques. Il serait précédé d'un séisme détectable et analysable. La question clé devient donc, la chaîne d'alerte fonctionnerait-elle efficacement ? Les exercices de simulation montrent que les délais de transmission de l'information se sont améliorés ces dernières années grâce aux technologies numériques. Les notifications d'urgence peuvent être diffusées par téléphone mobile, radio, sirène locale. Mais la technologie n'est qu'un outil. La compréhension par la population reste déterminante. Si un événement se produisait, les premières heures seraient dominées non par la vague elle-même, mais par la gestion de l'après-impact, évaluation des dégâts, sécurisation des réseaux électriques, assistance médicale, communication publique. Les études sur les catastrophes naturelles montrent que la cohésion sociale joue un rôle majeur dans la rapidité de récupération. Les sociétés dotées d'un fort capital social, confiance institutionnelle, solidarité communautaire, récupèrent plus vite. La France dispose d'institutions robustes et d'une organisation de sécurité civile éprouvée. Cela constitue un facteur de résilience important. Ainsi, l'analyse scientifique complète conduit à une conclusion équilibrée. Un méga-tsunami destructeur sur la côte atlantique française est extrêmement improbable selon les données actuelles. Un tsunami modéré, générant des submersions localisées et des perturbations matérielles, reste physiquement possible dans des conditions spécifiques. L'impact humain serait principalement lié au traumatisme secondaire et à des réactions inadaptées plutôt qu'à une hauteur d'eau exceptionnelle. L'élévation future du niveau marin pourrait amplifier les conséquences d'un événement similaire dans plusieurs décennies. La gestion du risque repose davantage sur la préparation et l'éducation que sur la peur. Ce constat ne vise ni à rassurer excessivement, ni à inquiéter inutilement. Il vise à informer, car dans le domaine des phénomènes naturels, la connaissance constitue la première ligne de défense. Mais une interrogation demeure. Si un événement rare survenait malgré sa faible probabilité, comment le corps humain réagirait-il physiologiquement face à un flux soudain d'eau froide, salée et chargée de débris? Quel mécanisme biologique s'activerait dans les premières secondes? C'est ce que nous allons explorer avec précision scientifique. Si un tsunami modéré atteignait la côte atlantique française, l'interaction entre la force hydrodynamique et le corps humain serait immédiate. Pour comprendre ce qui se passerait réellement, il faut analyser la réponse physiologique seconde par seconde, non pas dans une logique cinématographique, mais biologique. Le premier facteur déterminant serait la température de l'eau. L'Atlantique au large de la côte française présente des variations saisonnières importantes. En hiver, la température peut descendre en dessous de 10 degrés Celsius. En été, elle oscille généralement entre 18 et 22 degrés. Une immersion soudaine dans une eau froide
déclenche ce que les physiologistes appellent le cold shock response. Ce phénomène survient dans les premières secondes d'exposition. Les récepteurs thermiques cutanés envoient un signal massif au système nerveux central. La réaction est involontaire. Une inspiration brusque et profonde peut se produire. Si la tête est immergée au moment de cette inspiration réflexe, le risque d'inhalation d'eau est immédiat. Le rythme cardiaque s'accélère brutalement. La pression artérielle augmente. Chez un individu en bonne santé, cette réaction peut être tolérée. Chez une personne souffrant de pathologie cardiaque, elle peut provoquer des troubles du rythme potentiellement graves. Mais la température n'est qu'un paramètre. La force horizontale de l'eau représente un autre facteur critique. À partir d'une vitesse de courant supérieure à 2 mètres par seconde, le corps humain perd la capacité de maintenir une posture stable. La force exercée sur les membres inférieurs peut entraîner une chute instantanée. Une fois au sol, la personne est exposée à une dynamique de roulement incontrôlée. L'eau agit comme un vecteur de rotation, projetant le corps contre des obstacles fixes ou mobiles. Les études menées après les tsunamis récents montrent que la majorité des traumatismes sont dus à des impacts secondaires, collisions avec des structures, débris flottants, véhicules déplacés. Il est important de noter que la profondeur d'eau nécessaire pour provoquer une instabilité est relativement faible. Une hauteur de 50 cm à 1 mètre, combinée à un flux rapide, peut suffire à déséquilibrer un adulte. Si l'immersion se prolonge, un autre mécanisme entre en jeu, l'hypothermie progressive. L'eau conduit la chaleur corporelle environ 25 fois plus rapidement que l'air. Même à 18 degrés Celsius, une exposition prolongée peut entraîner une baisse significative de la température centrale. La diminution de la température corporelle affecte la coordination musculaire, la clarté mentale et la capacité de prise de décision. Mais le danger immédiat lors d'un tsunami n'est pas l'hypothermie à long terme. Il est lié à la submersion et à l'obstruction des voies respiratoires. Lorsque l'eau pénètre dans les voies respiratoires, le larynx peut se contracter de manière réflexe. Ce spasme laryngé vise à empêcher l'entrée d'eau dans les poumons. Cependant, il bloque également l'entrée d'air, provoquant une asphyxie rapide si la personne ne parvient pas à émerger. Si l'eau atteint les alvéoles pulmonaires, elle interfère avec les échanges gazeux. L'oxygénation du sang diminue. En quelques minutes, une hypoxie cérébrale peut s'installer. La durée critique varie selon les individus, mais des lésions neurologiques irréversibles peuvent apparaître après 4 à 6 minutes sans oxygénation efficace. Toutefois, il est crucial de replacer ces mécanismes dans le contexte atlantique français. Un tsunami modéré n'impliquerait pas nécessairement une immersion prolongée généralisée. Le risque principal concernerait des personnes situées en zone basse au moment précis de la submersion initiale. Un autre facteur physiologique majeur est la réponse au stress extrême. L'activation massive du système sympathique entraîne une libération d'adrénaline et de cortisol. Cette réaction améliore temporairement la force musculaire et la vigilance. Mais elle altère également la perception du temps et peut conduire à des décisions impulsives. La survie dépend alors non seulement de la force physique, mais de la capacité à conserver un minimum de lucidité dans un environnement chaotique. Les données issues d'événements passés montrent que les individus capables de s'agripper rapidement à une structure stable ou de rejoindre une zone légèrement surélevée augmentent considérablement leurs chances de survie. La hauteur absolue de la vague n'est donc pas le seul déterminant. La dynamique locale, la topographie et la réaction individuelle jouent un rôle majeur. La physiologie humaine face à un tsunami est une interaction complexe entre mécanique des fluides, thermorégulation et neurobiologie du stress. Et comprendre ces mécanismes permet de dépasser l'image simplifiée du mur d'eau pour saisir la réalité biologique du phénomène. Lorsque l'on analyse le phénomène de noyade dans un contexte de tsunami, il est essentiel de dissiper certains mythes persistants. Contrairement aux représentations dramatiques souvent diffusées, la noyade réelle est généralement silencieuse et rapide. Elle résulte d'un enchaînement physiologique progressif dont les premières étapes peuvent passer inaperçues. La première phase correspond à la pénétration d'eau dans la bouche et les voies aériennes supérieures. Le réflexe immédiat est l'atout, destiné à expulser le liquide. Si la submersion est brève et que la personne parvient à émerger rapidement,
Cette phase peut ne laisser aucune séquelle durable. Mais si l'exposition se prolonge, l'eau peut atteindre le larynx. Le spasme laryngé réflexe, déjà évoqué, constitue un mécanisme de protection. Il empêche temporairement l'eau de pénétrer dans les poumons. Toutefois, cette contraction bloque également l'entrée d'air. L'individu se retrouve alors en apnée forcée. La durée de cette phase dépend de la capacité individuelle à tolérer l'hypoxie. Chez un adulte moyen, la perte de conscience peut survenir en 2 à 3 minutes si l'oxygénation est interrompue. Lorsque le spasme laryngé se relâche volontairement ou par épuisement, l'eau peut pénétrer dans les bronches et atteindre les alvéoles pulmonaires. C'est à ce stade que les échanges gazeux sont gravement compromis. Les alvéoles sont tapissées d'un film appelé surfactant, indispensable au maintien de leur stabilité. L'intrusion d'eau perturbe ce film. Les alvéoles peuvent s'affaisser, réduisant drastiquement la surface d'échange entre l'air et le sang. L'eau de mer présente une particularité physiologique intéressante. En raison de sa concentration en sel plus élevée que celle du plasma sanguin, elle peut attirer par osmose une partie du liquide sanguin vers les alvéoles. Cela aggrave l'œdème pulmonaire. Toutefois, les différences entre noyade en eau douce et en eau salée, longtemps débattues, ont aujourd'hui moins d'importance clinique qu'on ne le pensait auparavant. Dans les deux cas, le mécanisme principal de décès reste l'hypoxie cérébrale. Un autre facteur déterminant lors d'un tsunami est la présence de débris et de particules en suspension. L'inhalation de sable, de boue ou de fragments organiques peut provoquer des lésions mécaniques supplémentaires des voies respiratoires. Même chez les survivants, ces microtraumatismes peuvent entraîner des complications respiratoires secondaires, telles qu'une pneumonie d'inhalation. Il est également crucial d'examiner le rôle du stress physiologique. L'adrénaline libérée en situation d'urgence augmente la fréquence cardiaque et la contractilité myocardique. Chez certaines personnes, notamment les sujets âgés ou atteints de cardiopathie, cette surcharge peut déclencher des troubles du rythme ou des événements coronariens. La panique constitue un facteur aggravant. Une respiration rapide et désordonnée augmente la consommation d'oxygène et accélère l'épuisement. Les études en médecine d'urgence montrent que la capacité à contrôler la respiration dans les premières secondes peut prolonger significativement la fenêtre de survie. Dans un scénario atlantique réaliste, la durée d'immersion serait probablement limitée pour la majorité des individus en raison d'une amplitude modérée et d'un retrait progressif de l'eau après la première vague. Cela réduit statistiquement le risque de noyade massive. Cependant, certaines situations particulières augmentent la vulnérabilité. Personnes piégées dans des espaces clos inondés, conducteurs surpris dans des parkings souterrains, individus blessés, incapables de se déplacer. Les données issues de catastrophes hydrodynamiques antérieures montrent que la rapidité des secours influence fortement le taux de survie. L'intervention précoce permet une ventilation assistée et une oxygénation rapide, limitant les lésions cérébrales. Il est également important de mentionner le phénomène de noyade secondaire, terme populaire désignant des complications respiratoires retardées après inhalation d'eau. Bien que ce concept soit parfois exagéré médiatiquement, il existe des cas documentés d'œdème pulmonaire retardé nécessitant une surveillance médicale. Ainsi, l'impact physiologique d'un tsunami modéré sur le corps humain dépendrait principalement de 3 variables: durée d'immersion, force du flux, rapidité de l'assistance. Encore une fois, la hauteur spectaculaire d'une vague ne reflète pas nécessairement le mécanisme biologique réel. La physiologie humaine face à l'eau en mouvement est une interaction entre mécanique, chimie et neurologie. Comprendre ces mécanismes n'a pas pour objectif d'effrayer, il s'agit d'éclairer, car une réaction adaptée et informée peut transformer une situation critique en événement maîtrisable. Mais au-delà de la noyade, un autre phénomène mérite une analyse approfondie, l'effet du traumatisme mécanique et des forces d'impact sur le corps humain lors d'un flux turbulent. C'est ce que nous allons examiner maintenant. Lorsqu'un tsunami, même modéré, pénètre dans une zone urbanisée, l'eau ne se comporte pas comme une surface lisse et homogène. Elle devient un flux turbulent, chargé de débris, de fragments structurels, de véhicules déplacés et d'objets arrachés. Ce contexte transforme l'événement en environnement dynamique à haute énergie.
La force exercée par un fluide en mouvement dépend de sa densité et de sa vitesse. L'eau de mer, plus dense que l'air, transmet une quantité d'énergie bien supérieure à celle d'une rafale de vent de vitesse équivalente. À 3 mètres par seconde, un flux d'eau exerce une pression significative sur le corps humain. La formule physique simplifiée de la force dynamique indique que celle-ci augmente proportionnellement au carré de la vitesse. Cela signifie qu'un doublement de la vitesse du courant multiplie approximativement par 4 la force exercée. Ainsi, une différence apparemment modeste dans la vitesse de l'eau peut entraîner une augmentation considérable de la contrainte mécanique. Dans un environnement urbain, la principale cause de blessures graves n'est pas la masse d'eau elle-même, mais l'interaction entre le corps et des objets solides en mouvement ou fixes. Les traumatismes les plus fréquemment documentés lors des tsunamis incluent fractures des membres inférieurs, dues à l'impact contre des structures ou à l'écrasement sous des débris, lésions crâniennes provoquées par des collisions avec des objets flottants, luxation d'épaule lors de tentatives d'agrippement à des structures instables, plaies ouvertes causées par des fragments métalliques ou du verre. La comparaison avec les accidents de la route peut aider à contextualiser l'énergie en jeu. Une personne projetée par un flux rapide d'eau contre un mur peut subir une décélération brutale, similaire à celle observée lors d'un choc automobile à faible vitesse. Cependant, contrairement à un accident routier, la direction et l'intensité du flux peuvent varier rapidement. Cette variabilité augmente l'imprévisibilité des trajectoires corporelles. Un facteur souvent sous-estimé est la flottabilité partielle du corps humain. En eau profonde et calme, la flottabilité peut aider à maintenir la tête hors de l'eau. Dans un flux turbulent peu profond, en revanche, cette flottabilité ne garantit pas la stabilité. Le corps peut être soulevé, pivoté, retourné. Les forces de torsion appliquées aux articulations peuvent entraîner des lésions ligamentaires, notamment au niveau des genoux et des chevilles. Il est également important de considérer le phénomène de compression thoracique. Si une personne est plaquée contre une structure par le flux d'eau, la pression exercée sur la cage thoracique peut entraver la respiration. Même sans immersion complète, cette compression peut provoquer une détresse respiratoire temporaire. Les études médico-légales réalisées après des tsunamis majeurs montrent que la majorité des décès ne sont pas dus à un traumatisme unique massif, mais à une combinaison de facteurs, traumatisme, submersion, épuisement. Dans le contexte atlantique français, où les modèles anticipent des amplitudes modérées, la probabilité de traumatisme grave à grande échelle reste limitée. Cependant, localement, dans des zones densément construites ou comportant des objets flottants volumineux, des blessures significatives pourraient survenir. Un autre élément biologique mérite attention, la réponse inflammatoire post-traumatique. Une blessure ouverte en environnement marin expose les tissus à des bactéries spécifiques présentes dans l'eau salée. Certaines espèces bactériennes peuvent provoquer des infections rapides si elles ne sont pas traitées. Les services de secours devraient donc anticiper non seulement des traumatismes immédiats, mais également des complications secondaires dans les jours suivants. Le facteur âge joue également un rôle important. Les enfants et les personnes âgées présentent une masse corporelle plus faible et une capacité musculaire réduite. Ils sont plus susceptibles d'être déséquilibrés par un flux modéré. En revanche, les adultes en bonne condition physique peuvent résister plus efficacement à un courant court, surtout s'ils trouvent rapidement un point d'appui. La dynamique locale influence également le niveau de danger. Une rue étroite peut canaliser le flux, augmentant localement sa vitesse. À l'inverse, un espace ouvert peut permettre une dissipation plus progressive de l'énergie. Ces micro-variations rendent chaque zone unique en termes de risque. La conclusion scientifique reste cohérente avec l'ensemble des données précédentes. Dans un scénario réaliste pour la côte atlantique française, les traumatismes graves seraient possibles, mais localisés. Ils dépendraient davantage de la configuration urbaine et du comportement individuel que d'une hauteur d'eau exceptionnelle. La compréhension de ces mécanismes physiques et biologiques permet d'éviter une perception simplifiée et dramatique. Mais au-delà du choc initial, un autre processus s'active dans l'organisme, la réponse neurobiologique au stress extrême prolongé.
C'est cette dimension invisible mais puissante que nous allons maintenant explorer. Lorsqu'un événement brutal et inattendu survient, comme une submersion soudaine liée à un tsunami, le corps humain ne réagit pas uniquement sur le plan mécanique. Une cascade neurobiologique extrêmement sophistiquée s'active en quelques fractions de secondes. Tout commence dans l'amygdale, une petite structure située dans le système limbique du cerveau. L'amygdale agit comme un détecteur de menaces. Elle analyse rapidement les signaux sensoriels, bruit anormal, mouvement brutal, sensation de déséquilibre, et déclenche une réponse d'alerte avant même que le cortex rationnel n'ait pleinement interprété la situation. Ce déclenchement active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. En termes simples, le cerveau envoie un signal aux glandes surrénales pour libérer de l'adrénaline et du cortisol. L'adrénaline agit en quelques secondes. Elle augmente la fréquence cardiaque, dilate les bronches, améliore la perfusion musculaire. Elle prépare le corps à une réaction de fuite ou de lutte. La perception du temps peut sembler altérée. Certaines personnes rapportent une impression de ralentissement du monde environnant. Le cortisol, quant à lui, agit sur une échelle légèrement plus longue. Il mobilise les réserves énergétiques, augmente la glycémie et maintient l'état d'alerte. Dans le contexte d'un tsunami modéré sur la côte atlantique française, cette réponse hormonale pourrait améliorer temporairement les chances de survie en augmentant la force musculaire et la vigilance. Cependant, cette activation intense n'est pas sans conséquences. Un stress extrême peut altérer la capacité de raisonnement logique. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision réfléchie, peut être temporairement inhibé au profit de réponses plus instinctives. C'est pourquoi certaines personnes peuvent adopter des comportements contre-productifs, courir vers la zone inondée pour récupérer des biens, hésiter à évacuer ou rester figé par sidération. La sidération psychologique constitue un phénomène bien documenté. Face à un événement inattendu, certains individus éprouvent une incapacité temporaire à agir. Le cerveau, confronté à une situation qui ne correspond à aucun schéma connu, peut suspendre brièvement l'action. Cette réaction n'est pas un signe de faiblesse. Elle est une réponse neurologique automatique. Après la phase aiguë, un autre processus peut s'installer, le stress post-traumatique. Même dans un scénario modéré, une personne ayant vécu une submersion soudaine, une perte de contrôle ou une menace vitale peut développer des symptômes persistants, flashbacks intrusifs, hypervigilance, troubles du sommeil, évitement des lieux associés à l'événement. Les études sur les catastrophes naturelles montrent que l'intensité du traumatisme psychologique ne dépend pas uniquement de la gravité objective de l'événement. Elle dépend aussi de la perception subjective de la menace et du soutien social disponible après coup. La cohésion communautaire joue un rôle protecteur majeur. Les sociétés où les réseaux sociaux sont solides présentent généralement un taux plus faible de stress post-traumatique prolongé. Dans le cas français, les infrastructures de soutien psychologique d'urgence sont intégrées dans les dispositifs de gestion de crise. Les cellules d'urgence médico-psychologiques peuvent intervenir rapidement après un événement collectif. Un autre aspect neurobiologique mérite attention, la mémoire émotionnelle. Les événements associés à une forte activation de l'amygdale sont encodés plus intensément dans l'hippocampe. Cela signifie que les souvenirs d'un tsunami, même modérés, pourraient rester particulièrement vivaces chez les individus exposés. Mais la plasticité cérébrale permet également une adaptation. Avec le temps, le cerveau peut intégrer l'événement dans une narration cohérente, réduisant progressivement son impact émotionnel. Il est crucial de rappeler que la majorité des personnes exposées à un événement stressant ne développent pas de troubles psychologiques chroniques. La résilience humaine est remarquable. Dans un scénario atlantique réaliste, le nombre d'individus directement exposés serait limité géographiquement. L'impact psychologique collectif serait probablement proportionnel à l'ampleur réelle des dégâts. Ainsi, la dimension neurobiologique complète notre compréhension du risque. Un tsunami modéré n'est pas seulement une interaction physique entre eau et infrastructure. C'est un événement qui mobilise le système nerveux, le système endocrinien et les dynamiques sociales. Comprendre ces mécanismes permet de mieux anticiper les besoins humains après un événement rare.
Mais au-delà de l'individu, une dernière question s'impose. Comment une société entière peut-elle transformer un risque faible mais réel en opportunité d'amélioration de sa résilience? C'est ce que nous allons explorer dans la dernière partie. Face à tout ce que nous avons analysé, la tectonique atlantique, les modèles numériques, l'élévation du niveau marin, la vulnérabilité urbaine, la physiologie humaine et la neurobiologie du stress, une conclusion claire s'impose. Le risque d'un méga tsunami dévastateur sur la côte atlantique française est extrêmement faible selon les données scientifiques actuelles. Mais faible ne signifie jamais nul. Et c'est précisément dans cet espace entre improbable et impossible que se joue la véritable intelligence collective. La science moderne n'est pas un outil de peur, elle est un outil de calibration. Elle mesure, compare, modélise, ajuste. Elle nous permet d'éviter deux pièges opposés, l'alarmisme irrationnel et l'indifférence dangereuse. La façade atlantique française n'est pas assise sur une bombe tectonique comparable à certaines zones du Pacifique. Les structures géologiques y sont plus stables. Les probabilités statistiques sont basses. Les systèmes d'alerte existent. Les plans de prévention sont intégrés dans les stratégies nationales. Pourtant, l'histoire de la Terre nous enseigne une chose essentielle. Les événements rares font partie de la dynamique naturelle de la planète. La question n'est donc pas « devons-nous craindre un tsunami demain ?» La question est « sommes-nous capables d'intégrer rationnellement un risque rare dans notre organisation moderne ?» La résilience ne naît pas de la panique, elle naît de la connaissance. Chaque amélioration des systèmes d'alerte, chaque mise à jour des cartes de submersion, chaque décision d'aménagement plus prudente augmente la capacité d'adaptation collective. Un tsunami modéré, dans le contexte français actuel, ne signifierait pas la fin d'une région entière. Il représenterait un choc localisé, gérable, mais exigeant une réponse coordonnée et rapide. Et si l'on élargit la perspective, cette réflexion dépasse le seul risque tsunami. Elle interroge notre relation à la nature. Depuis plusieurs siècles, les sociétés occidentales ont progressivement développé une impression de maîtrise technique. Digues, ports, réseaux électriques, modélisation numérique. Nous avons appris à anticiper et à contenir de nombreux phénomènes naturels. Mais la nature ne disparaît pas. Elle reste dynamique, complexe, parfois imprévisible. La maturité d'une société moderne ne réside pas dans l'illusion d'invulnérabilité, mais dans sa capacité à reconnaître ses marges d'incertitude. La côte atlantique française continuera à vivre, à prospérer, à accueillir des millions de personnes chaque année. Les plages resteront des lieux de détente, les ports continueront à fonctionner, les infrastructures évolueront, et en arrière-plan, la surveillance scientifique continuera silencieusement. C'est peut-être cela, la véritable sécurité, un risque compris, un système surveillé, une population informée. Maintenant, une dernière question mérite d'être posée. Si vous vous trouviez aujourd'hui sur une plage de la côte atlantique française, et que la mer se retirait soudainement de manière inhabituelle, sauriez-vous reconnaître ce signal? Et surtout, sauriez-vous quoi faire? La connaissance n'est pas seulement théorique, elle devient utile au moment précis où l'on en a besoin. Si cette analyse vous a permis de voir la côte atlantique sous un angle plus scientifique et nuancé, partagez votre réflexion. Pensez-vous que la France est suffisamment préparée face à ce type de risque rare? Ou estimez-vous que le sujet reste trop peu discuté? Votre point de vue compte. Abonnez-vous pour explorer d'autres phénomènes naturels avec rigueur scientifique, sans dramatisation inutile, mais sans naïveté. Car comprendre la nature, c'est déjà mieux vivre avec elle.